bienvenue à tous dans J'envoie valser, le podcast qui fait danser ton esprit. D'ordinaire, je vous accueille ici pour vous parler de développement personnel, de parentalité, voire même de danse. La première chose, vous l'aurez compris, qu'on envoie valser chez J'envoie valser, ce sont les codes marketing qui voudraient que je spécialise ce podcast dans un domaine bien particulier afin de pouvoir le vendre et de pouvoir générer peut-être plus de vues. Mais qu'importe, le but de ce podcast est avant tout une plateforme dans laquelle je peux m'exprimer et surtout partager avec vous autour de sujets qui me tiennent à cœur. Je ne crois pas qu'on puisse résumer à l'être humain à une seule de ses facettes. Donc je vous le dis comme ça et comme ça sort, j'emmerde les codes marketing et j'ai juste envie de créer une plateforme dans laquelle je peux parler de tout parce que notre vie est faite de tout. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt extraordinaire, puisque je vous emmène dans une série d'épisodes spéciaux qui seront consacrés à la rencontre de personnes qui m'entourent, au parcours que j'ai envie personnellement de qualifier extraordinaire. Alors, pour ce qui est de l'ordinaire et de l'extraordinaire, tout est question de perception. Ce qui est ordinaire pour vous peut paraître extraordinaire pour quelqu'un d'autre, et inversement. Et je crois que si on choisit d'adopter le filtre de l'extraordinaire, on se rendra compte qu'autour de nous, nous sommes entourés de gens extraordinaires et que même nous sommes extraordinaires à notre façon. Alors j'aimerais vous embarquer dans cette série d'épisodes spéciaux à la découverte de personnes que je trouve extraordinaires parce qu'elles sont avant tout passionnées par ce qu'elles font ou passionnées par un sujet en particulier. Ces épisodes seront donc une occasion de leur laisser la parole sur le sujet qui leur tient à cœur et qu'elles puissent aussi nous expliquer leur cheminement, comment aujourd'hui elles font ce qu'elles font, pourquoi elles pensent comme elles pensent. Et voilà, je suis passionnée de parcours, vous savez, un petit peu à la façon des comédies où on découvre une héroïne avec un parcours, c'est pas gagné d'avance, et puis finalement elle y arrive, tout ça. Et puis, vous voyez, si on met ce filtre dans notre vie, on s'aperçoit qu'on a tous un peu le parcours de cette héroïne dans des super comédies américaines. Je vous laisse tout de suite découvrir cet épisode et découvrir surtout notre invité. Très bonne écoute à tous. Pour ce premier épisode spécial qui sera, j'espère, le premier d'une longue série, je vous propose de partir à la rencontre et de valser avec Shabnam. Shabnam est psychomotricienne. Elle va vous raconter ici son parcours et vous expliquer comment elle en est venue à découvrir ce merveilleux métier pour lequel elle est passionnée. Elle vous parlera aussi de sujets qui la tiennent à cœur et elle pourra vous éclairer. Alors oui, cet épisode va beaucoup parler de parentalité, mais gardez à l'esprit que tout ce que l'on dit et tout ce qui est juste quand on s'adresse aux enfants vaut aussi totalement pour les adultes. Je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que j'ai passé avec Chab. Et bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode spécial dans lequel j'accueille mon amie Shabnam. Je vais pas vous faire genre, je la connais très bien, donc je vais l'appeler Chab. Voilà, probablement qu'elle va m'appeler Nat. Et pour vous situer le contexte aujourd'hui, on est chez notre amie Mylène qu'on a en commun, puisque je suis actuellement à Paris pour le boulot. Donc je n'ai pas de chez moi, je suis sans domicile fixe. Et donc je suis accueillie par notre amie Mylène qui est à côté de nous, allongée sur le canapé, échouée, je dirais même sur le canapé, et qui nous écoute et qui fait tout pour ne pas rigoler et qu'on l'entende. Voilà, je vous situe le contexte parce que, comme tous les épisodes du podcast, c'est vraiment nature peinture. Par contre, elle nous a fait un super thé à la menthe et on a des petites fraises. Donc, mettez-vous à l'aise pour accueillir Chab aujourd'hui dans les mêmes conditions que nous. Bonjour Chab. Bonjour Nat, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis super honorée de participer à ce podcast. Ça fait longtemps qu'on en parle et je suis super contente d'être là. Ouais, donc merci. Merci à toi d'avoir accepté et surtout je suis très honorée moi que tu aies accepté et que tu sois là surtout pour ce premier épisode spécial. Oui. Alors je vais te demander, parce que moi je te connais bien et je préfère que ce soit toi qui te présente. Alors est-ce que tu peux te présenter auprès de mes millions d'auditeurs? Mais peut-être qu'ils seront des millions, on ne sait pas. Sûr. Mais avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Shabnam, je suis psychomotricienne depuis 8 ans.
Je suis passionnée par mon métier, déjà, ça c'est très important. Et voilà, je suis là un petit peu pour parler du métier de psychomotricien, qui a beaucoup de sens pour moi, dans ma vie, dans mon quotidien. Donc voilà, je travaille actuellement à l'hôpital en service de pédopsychiatrie, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Exactement, d'accord, super. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc mon parcours professionnel, comme tout le monde, je suis allée... non, peut-être pas comme tout le monde d'ailleurs. On a tous des parcours de vie différents. Ouais. Voilà, collège, lycée. Je dirais que ce qui m'a amenée à... Je savais pas ce que j'avais envie de faire. Déjà, j'étais une amoureuse de la danse. Déjà, je faisais de la danse depuis que j'avais 3 ans. Et malheureusement, j'ai dû subir une grosse intervention chirurgicale à la colonne vertébrale. Voilà, sans rentrer dans les détails, c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans le milieu du soin. Okay. Mais je ne savais pas vraiment où, ni comment. Donc j'étais plus familiarisée au métier de la kinésithérapie. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, en sortant du bac, je vais devenir kiné. Mais comme j'avais pas envie de faire comme tout le monde, j'avais envie de devenir kiné au Canada. Voilà. D'accord. J'avais envie je me suis dit non, j'adore voyager, je veux aller faire mes études à l'étranger. Ouais. Ça l'a pas fait parce que c'est une priorité aux Canadiens. Donc je suis restée un petit peu, 1 an après mon bac, à rester un petit peu dans qu'est-ce que je fais. Okay. Donc j'ai fait 3 mois de fac d'anglais. Je me suis dit j'aime l'anglais. J'ai détesté ça. Et puis je me suis retrouvée à être nounou. Donc nounou, pour qui j'ai beaucoup voyagé. J'étais un peu comme jeune fille au pair, donc j'ai beaucoup voyagé. Et pendant cette année, j'en ai profité justement pour me renseigner un petit peu sur les métiers paramédicaux. Mm-hmm. Et donc je suis allée dans un salon des métiers paramédicaux. Et je me souviens, et j'ai pas une très bonne mémoire, mais c'est un moment qui a vraiment marqué ma vie. C'est que lors de ce salon, je rencontre un monsieur. Voilà, d'un certain âge, et puis je lui explique un petit peu mes envies. Je lui dis voilà qui je suis, j'adore la danse, j'ai envie de faire kiné, mais c'est compliqué, parce que c'est sur concours, j'ai fait un bac ES, j'aurais dû faire S, enfin bon. Et puis on échange un petit peu, et puis là il me dit, mais vous savez ce que c'est que la psychomotricité ? Je dis alors, déjà, il faut me répéter là, ouais, c'est comment c'est quoi Quel est ce mot ? C'est ça, exactement. Et donc là il m'explique ce que c'est que la psychomotricité. Et la seule chose que j'ai retenue, je crois, c'est qu'il m'a dit qu'on pouvait soigner en faisant de la danse. J'ai dit waouh. Et là, en fait, ça a fait comme dans les petits dessins animés, tu sais, la petite ampoule au-dessus de la tête qui s'allume. J'ai dit, mais en fait, c'est ça. Attends, il est en train de m'expliquer que je peux devenir psychomote et faire de la thérapie en faisant de la musique, de la danse, du cirque. J'ai dit, mais attends, c'est tout ce qu'il me faut, quoi. Ouais. Et donc, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, c'est parti. Et là, je me rends compte que c'est le parcours du combattant, parce que c'était, en tout cas à l'époque, un concours très sélectif pour entrer dans les écoles. Il n'y en avait pas beaucoup en France. Il y a 8 ans, maintenant, il y en a beaucoup plus. Et je te donne un exemple. Moi, j'ai été admise à la Pitié-Salpêtrière. Il y avait près de 1700 candidats pour 136 places. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah ouais, sélectif, quoi. C'est ça, exactement. À côté de nos auditions de danse, c'est du pipi-chat, tu vois. C'est ça, je me souviens, il y avait même la fac de Toulouse, parce que du coup, on allait passer les concours un peu partout en France pour optimiser nos chances. Il y avait Lyon, Toulouse, Marseille, et je me souviens même que Toulouse, il n'avait que 34 places. D'accord. Voilà, donc hyper sélectif. Donc t'as beau avoir la meilleure note, si t'es pas la meilleure, tu rentres pas. Ouais. Donc là, tu passes ta vie en prépa, tu te prépares, tu bois prépa, tu manges prépa, et après, le jour où tu as enfin ton concours, tu te dis « Waouh, ça y est, c'est le moment, quoi ». Et donc là, ça a mis du temps, ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'il fallait que je travaille aussi à côté, donc j'ai dû faire plusieurs années de prépa avant de pouvoir obtenir mon concours. Okay. Et puis j'étais un peu têtue, je voulais absolument la Pitié-Salpêtrière, quoi. Okay. Je voulais cette école-là et pas une autre. Et donc, je me souviens que quand je suis arrivée 1 semaine avant de faire ma rentrée, je me suis dit, mince, j'ai galéré pendant toutes ces années. Imagine, c'est pas fait pour moi. Oui, c'est vrai. C'est une vraie question, mais oui, ça. C'est ça. Oui. Je me dis, imagine, attends. Je me suis dit, non, c'est ce métier et pas un autre. J'ai galéré. Et si c'est pas fait pour moi, qu'est-ce que je fais ? Bon. Et là, je me suis dit, au bout d'1 semaine, je me suis dit, non.
ce métier est fait pour moi. Ok. Voilà. Bon, ça t'a rassurée. Ça m'a rassurée. Ok. Et puis là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette formation qui est génialissime. On en apprend autant sur soi que sur l'autre. Et là, on apprend, on fait de la neuroanatomie, de la physiologie, des heures et des heures de psychologie, mais surtout énormément de pratique. Donc on avait des fois, le vendredi, je me souviens que je terminais mes semaines avec de la relaxation, par exemple. Okay. Donc va expliquer à ton entourage que tu fais de la relaxation. Mais c'était génial. Je te jure, j'étudie, je travaille fort, c'est très ça, dur. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Du coup, il y a des questions là qui me sont venues à l'esprit en t'écoutant parler. Première chose, après le bac, du coup, c'est un peu une année transitoire. Je me mets à la place des gens qui sont peut-être jeunes ou peut-être qui vivent aussi une reconversion actuellement, tu vois. Et quand tu es dans ce flou un peu, comment ça a été, comment toi tu l'as vécu, ce flou intérieurement? Quelles sont les questions que tu t'es posées? Et tu étais jeune, donc encore chez tes parents. Ouais. Comment ça s'est passé avec ta famille? Ah oui, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, moi, je me souviens qu'à 17-18 ans, quand tu as ton bac, que tu es encadré, que tu es au lycée, que tu as un circuit, on va dire, classique, et que tu te retrouves un peu sans rien, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et moi, ce dont j'avais vraiment peur, c'est de tomber dans l'année sabbatique, comme on dit, et d'avoir encore plus de mal à reprendre les études. Et je trouvais qu'à 17-18 ans, c'est compliqué de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça, c'est une question que je trouve extrêmement difficile parce que je crois qu'aujourd'hui, les parcours, en tout cas, je crois qu'il y a un système de Parcoursup où les élèves doivent déjà faire des sélections et choisir un petit peu vers quoi ils veulent s'orienter. Et je trouve qu'à 16, 17, 18 ans, c'est difficile de se dire je veux faire ça de ma vie, quoi. Complètement. Donc voilà, moi je l'ai plutôt bien vécu, j'étais bien entourée et surtout ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné une deadline. Je me suis dit écoute, j'ai fait mes 3 mois de fac, j'ai pas aimé ça, mais je me suis dit il faut que je reste active et il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai trouvé ce poste en tant que nounou que j'ai adoré. Et comme je savais que j'adorais les enfants, de toute façon, je savais que ça allait me servir et que ça allait être une expérience quoi qu'il arrive. Et je me suis dit, par contre, en septembre, t'y retournes, quoi. Voilà. Ouais. Tu retournes, tu t'étais dit quoi? Je retourne... c'est là où, entre-temps, j'avais découvert qu'il fallait que je commence une prépa. Okay. Donc voilà, je m'étais préparée. Mais tu savais pas encore sur quoi t'allais retourner, mais tu t'étais dit, je retourne c'est dans ça. le système. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, parce que je me connais et je sais que moi, j'admire, il y a plein de reconversions professionnelles et j'admire toutes les personnes qui, à 30, 40 ou voire 50 ans, font des reconversions professionnelles. Je trouve que se remettre dans les études, il faut énormément de courage et de force. Et moi, je sais que si je restais 2 ans, 3 ans sans rien faire pour me remettre dans le système... Ouais, après, les formations pour adultes, enfin, moi, ce que j'ai fait en tout cas, elles sont quand même adaptées. On n'est pas dans un système scolaire. Ouais. Ça dépend lesquels. Il y en a qui vraiment retournent à la fac. Mais moi, par exemple, quand je suis arrivée en première année de psychomote, il y avait des reconversions professionnelles. Donc j'avais un informaticien, maîtresse d'école, qui avait 40 voire 50 ans. Ouais. Donc là, je me suis dit, mais quel courage, système, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment. Parce qu'il faut que tu restes pendant 3 ans, il faut que tu aies des moyens de vivre aussi. Parce qu'à cet âge, moi, j'étais chez mes parents, donc ça allait, mais t'as sûrement des enfants, t'as un loyer à payer. Comment tu fais quand tu reprends 3 ans d'études, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, je trouvais ça hyper courageux, en tout cas. Ok. Et donc finalement, c'est cette rencontre-là qui a... Ouais, cette rencontre-là, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, mais il m'a fait découvrir ce métier et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, t'as provoqué aussi ça, quelque part. Ouais. Enfin, dans le sens où, voilà, t'étais à un salon. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Parce que je sais bien qu'il y a les partisans de la chance. Mais moi, je suis partisane on provoque un peu sa chance quand même. Oui, je savais que je voulais être dans le soin, mais je connaissais pas tous les métiers. Donc, je connaissais, infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute. Ça me parlait plus ou moins, mais je me suis dit, bon, faut y aller, quoi qu'il arrive. Et on a la chance d'avoir justement ces salons qui nous permettent de découvrir des métiers. Et ça, faut vraiment y aller, quoi. Faut y aller, en fait. Parce que voilà, c'est le coup de rencontre et tu fais des rencontres où tu peux découvrir des métiers que... Oui, et puis alors là, justement, tu découvres. Parce que moi, quand je t'ai rencontrée, tu m'as dit ton métier, j'en avais jamais entendu parler. Depuis que je te connais, je crois que j'ai rencontré 1 ou 2 psychomotriciennes, puis maintenant dans le coaching, on en entend beaucoup parler. Mais c'est vrai que je connaissais pas du tout ce métier. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consiste ton métier? J'ai une petite définition là, parce que c'est vrai que la psychomotricité, c'est quand même assez large. Et c'est... En fait, la psychomotricité, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut la vivre.
pour la comprendre, mais bon, là, c'est un petit peu... c'est un peu compliqué, là, à distance. Sinon, je deviens youtubeuse, si tu veux, et on fait des vidéos et on YouTube. fait des vidéos. Mais ça. pourquoi pas, hein? Oui, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. C'est vrai. Donc la psychomotricité, c'est une approche thérapeutique donc, qui est destinée aux enfants, aux adolescents, aux adultes, qui ont à la fois des difficultés sur le plan moteur, comportemental, relationnel et ou émotionnel. Ça va pour l'instant. Donc de manière générale, voilà, c'est que nous, psychomotriciens, quand on sort de nos 3 années d'études, on peut être amené à travailler avec des tout-petits, des adolescents ou des adultes, voire même des personnes en fin de vie. Voilà, donc c'est pour ça que pendant ces 3 années, on apprend tout sur ce panel de population. Ouais. Et donc, en fait, la psychomotricité, elle étudie un petit peu tout ce qui va se passer dans les interactions entre la perception, les sentiments, la pensée, le mouvement, le comportement du corps humain et d'un individu. En fait, pour nous, le corps et la psyché, comme on dit, sont ensemble. Ça veut dire que pour nous, la tête et le corps ne sont pas dissociables. Pour nous, ça va ensemble. Donc en fait, on va voir un petit peu, on va évaluer un petit peu comment chaque individu, là je vais parler d'individus, mais après je parlerai plus particulièrement des enfants parce que c'est plus mon dada, je dirais. Mais on va un petit peu évaluer comment chaque corps fonctionne. Pourquoi il fonctionne comme ça, en fonction de son vécu, en fonction de son histoire, en fonction de son environnement, de sa culture, etc. Donc en fait, on va évaluer un petit peu comment fonctionne un corps à travers des bilans, des rencontres, etc. Et à partir de là, on va mettre en évidence des troubles, s'il y en a, et là, on met en place des séances de psychomotricité. Ok. De manière générale, voilà. Donc c'est un métier paramédical. On travaille beaucoup en parallèle avec des orthophonistes, des ergothérapeutes, des kinés, etc., etc. Mais je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, psychomotriciens, le corps et l'esprit vont ensemble. Ouais. Donc en fait, on prend vraiment les individus dans leur globalité. Ouais. Donc ça veut dire que moi, quand je rencontre un patient, j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Ok, même si tu rencontres un adulte, par exemple. Même si je rencontre tu fais vraiment l'anamnèse, là, elle est longue. Et c'est ça. Bon, il ne pourra pas me raconter, l'adulte ne pourra pas me raconter toute son enfance, mais j'ai besoin de connaître son parcours de vie pour savoir qui il est aujourd'hui. Parce que, on le verra plus tard un petit peu, pour nous, voilà, le corps a une mémoire. Oui. Justement, tu vois, c'est ça. Je me disais, elle va nous parler de la mémoire du corps. C'est ça, ouais. Le corps a une mémoire. Bon, ça, j'en parlerai un petit peu après. Mais pour nous, on a besoin de comprendre... Bon, il y a des choses, on n'est pas obligé de savoir. Et puis, c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe au moment de la rencontre. On prend ce qu'on reçoit et on fait avec. Mais pour nous, c'est important de savoir... Là, je vais plus parler des enfants, mais c'est important de savoir comment cet enfant a grandi, dans quel environnement, s'il a des frères et sœurs, s'il est issu d'une famille monoparentale, quelle est sa culture aussi, parce qu'en fonction des cultures, on ne grandit pas de la même façon, l'éducation n'est pas la même, etc. Et en fonction de ça, voilà, on élabore l'anamnèse, et là, au moins, on peut connaître l'enfant de façon un peu plus intime, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Quel beau métier. Moi, je me mets à la place aussi tant que je te côtoie, je te pose des questions, tout ça. Voilà, je t'ai un peu à disposition, si je peux me permettre. Mais tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute, de maman, de papa, de parents, parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'on parle pour tout ce qui est non-binaire. On parle de parents et plus de maman et de papa, donc j'essaye d'inclure tout le monde. Tu vois, à quel moment on fait appel à un psychomotricien ? Parce que tu sais, il y a un peu ce truc de prise de conscience que là, ça relève peut-être de la psychomotricité ou pas, ou est-ce que... Parce que généralement, quand il y a un truc qui ne va pas chez les gens, ils vont chez le psy. Alors, il y a le psy et il y a beaucoup les orthophonistes. Aussi. Tu vois, moi, j'ai beaucoup parlé avec des professeurs d'école qui d'abord envoient... Voilà, c'est un enfant qui ne parle pas, par exemple. C'est souvent des troubles des troubles verbaux et du coup, ils envoient directement vers l'orthophoniste parce qu'il ne parle pas bien. Okay. Sauf que des fois, ça ne relève pas de l'orthophonie. Des fois, c'est parce qu'il y a autre chose. Peut-être parce que c'est un enfant qui est inhibé, parce que c'est un enfant qui a vécu quelque chose sur lequel il faudrait travailler, ou peut-être qu'il n'est pas très à l'aise dans son corps. Donc forcément, pour parler, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a plus de facilité à envoyer vers des orthophonistes plutôt que chez le psychomotricien. Okay. Alors, avant de penser psychomotricien, de toute façon, pour arriver jusqu'à nous, il faut passer par un médecin. Parce que nous, on travaille sous prescription médicale.
D'accord. Voilà. Donc Ok. ça, déjà, c'est Ouais, ça fait on partie sait pas, de... on ouvre son annuaire et tiens, si je prenais un rendez-vous chez le psychomotricien. Non. Ok, pas du tout. Il faut impérativement qu'il y ait Ok. un médecin dans la boucle qui oriente vers, d'abord, pour faire un bilan de psychomotricité. Ok. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'il y a... Donc en libéral, on travaille dans différents lieux. Ça peut être à l'hôpital, en CESAD, en IME. Mais là, le libéral se développe de plus en plus. Et à partir de là, se fait le bilan. Mais avant d'en arriver au bilan, pour les parents, je dirais, là où on va se questionner, souvent ça va être des enfants, ce qui nous vient en tout cas de façon plus régulière, c'est les enfants assez agités, qui ont des retards au niveau des apprentissages, des difficultés relationnelles ou des difficultés d'écriture. Des difficultés de comportement ou des difficultés où ils ne sont pas très à l'aise dans leur corps. Souvent, moi j'ai été interpellée, surtout par mes proches, parce que par exemple leur enfant tombait beaucoup. Ou parce que l'enfant pleurait beaucoup. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir, en creusant, en questionnant un petit peu, on va essayer de savoir pourquoi. Voilà. Ok. Mais ça va être vraiment des troubles, je dirais, qui vont résonner dans le corps et qui vont forcément avoir un impact sur l'émotion de l'enfant, sur son comportement, sur ses relations à l'autre, etc., etc. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, je me mets à la place d'un parent éventuellement qui se pose des questions par rapport à certains troubles de son enfant. On va d'abord chez le médecin et ensuite on voit éventuellement ce que le médecin dit, quoi. C'est ça. S'il y a des retards, par exemple, ça peut être des retards de marche, ce genre de choses. Ouais. Alors, question. Je me mets à la place d'avant. À partir de quand mon enfant est en retard pour marcher? Alors tu vois, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. La période de 0 à 3 ans. Pour moi, c'est vraiment une période que je pratique au quotidien parce que j'aime bien cette tranche d'âge-là. Et pour moi, entre 0 et 3 ans, il se passe quand même plein de choses. On part d'un tout petit qui sort du ventre de sa maman. Complètement dépendant. Et à 3 ans, c'est un enfant qui parle, qui marche et qui relationne, quoi. Voilà. Donc t'imagines en 3 ans, alors que nous, il y a 3 ans, on était quasiment les mêmes, quoi. Enfin, tu vois. Ça, alors pour un tout petit, c'est un bouleversement ce qui se passe entre 0 et 3 ans. Pour la marche, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de prévention, j'en ai pas parlé, mais j'ai travaillé 5 ans en crèche et je faisais beaucoup de prévention. On a souvent envie, en tant que parent, de faire en sorte que les choses aillent vite. On veut que les enfants marchent vite, on veut que les enfants parlent vite, on veut que les enfants fassent tout vite et surtout, je vois beaucoup ça, on les compare aux autres. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Puis avec les réseaux sociaux, tu vois, voilà, il y a un peu c'est ce ça truc, aussi. Et il y avait aussi beaucoup ce cliché de « 1 an, il faut que l'enfant marche. C'est l'anniversaire et je veux que sur la photo, il soit debout. » Et c'est ça. La marche, un enfant va faire ses premiers pas entre 9 mois et 18 mois. Le moment où on va commencer à s'inquiéter ou à se questionner, à se dire s'il y a du retard, ça va être vraiment 18 mois. S'il n'y a pas eu de prématurité. C'est vraiment ce qu'on appelle 18 mois en âge réel. Si à 18 mois, il ne se met pas debout, il ne se déplace pas, il n'y a pas les premiers pas, ou du moins il n'y a pas l'envie, là on va commencer à aller chercher. On va aller chercher sur le plan neuro, on va aller explorer un peu plus. Mais vraiment, un enfant peut commencer à marcher à 9 mois, comme il peut commencer à marcher à 18 mois. D'accord. Mais chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent. C'est ça, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je me dis, tu vois, je me mets à la place des mamans. Alors, elle a dit que s'il y avait un retard de marche, c'était peut-être un... Tu vois, je me dis, tu vois, dans les mamans, comme on voit, moi, mon enfant, il a marché à tel âge, et mon enfant, il a... Tu vois, ce truc-là, un petit peu. Non, la marche, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. On veut attendre, oh là là, il marche et tout. Mais moi, honnêtement, je préfère presque qu'un enfant marche plus tard. Parce qu'en fait, en parallèle, un enfant qui marche à 9 mois et un enfant qui marche à, allez, je dirais 16 mois, au niveau de la maturation neurologique, il n'en est pas au même stade. Ça veut dire que ça ne sert à rien de faire marcher un enfant trop tôt s'il n'est pas prêt à explorer son environnement. Tu vois ? Oui, clairement. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Okay. Et puis, on fait énormément de prévention aussi sur tout ce qui est les aides à la marche. Oui. Comme les Yupala, les petits... pour ceux qui ne connaissent pas les Yupala, vous devez sûrement voir ce que c'est. C'est les genres de trucs à roulettes, on met l'enfant dedans et hop, il fait sa life. Sauf que c'est le 2e plus gros risque d'accident domestique en France.
Ça fait des années, je crois que ça fait près de 15 ou 20 ans que c'est interdit au Canada et nous, on est encore là en train de les vendre. Ouais. Mais nous, Voilà. on est très en retard sur beaucoup de choses au niveau de la parentalité ouais. et surtout par rapport au Canada. C'est J'ai ça. l'impression qu'ils sont très avancés. C'est ça, ouais. Donc ça, les Yupala, vraiment, on n'aide pas un enfant à marcher. Ouais. Quoi qu'il arrive, un enfant, il est, je dirais, neurologiquement préconçu pour marcher quoi qu'il arrive. Oui. Ça veut dire qu'on n'aide pas un enfant à marcher. Ça veut dire que si vous le laissez comme ça, quoi qu'il arrive, il marchera. Il finira par marcher, mais il prendra son temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc vraiment, il faut respecter le rythme de chaque enfant parce que même des jumeaux, il y a des jumeaux, ils vont avoir des décalages comme ça. Il y en a un qui va marcher à 11 mois, l'autre qui va marcher à 15 mois. Même des jumeaux sont différents. Donc, faut vraiment faire la part des choses et laisser l'enfant, vraiment le laisser aller à son rythme. Exactement, quoi. Ouais. Vraiment. C'est très précieux parce que moi, j'ai souvent rencontré, surtout en crèche, des enfants qui étaient mis assis. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de propager, de défendre un petit peu. C'est qu'on essaie on met les enfants assis. Alors, je sais pas si tu vois un petit peu, tu sais, on le met dans un coin du canapé, on le met comme ça, on met plein de coussins autour pour le protéger. Parce qu'on se dit, ah mais non, mais là, il sera mieux comme ça. Sauf que quand on met un enfant comme ça, dans cette position, qu'est-ce qui se passe ? Un tout petit, quand il sort du ventre de sa maman, il n'a pas le tonus suffisant pour se redresser, etc. Et avant d'atteindre la position assise, il est obligé de passer par des chemins, mais des chemins qu'il aura explorés lui-même. Parce qu'un enfant, il explore son environnement par son corps. Donc en fait, il va passer par un chemin. C'est comme si, quand on met un enfant assis, c'est comme si, moi j'aime bien donner cet exemple-là, c'est comme si toi je te prenais, je te portais et que je te mettais sur les mains. Ouais. Bah alors en plus, moi, tu n'y arriveras pas. Parce que je tiens pas du tout sur mes bras, je fais pas la roue. Oui, j'étais danseuse professionnelle, mais je n'ai jamais fait la roue. Mais non, mais t'imagines, je te mets comme ça debout. Donc tu vas te rigidifier, tu vas te tonifier et tu vas dire, mais comment j'ai fait pour en arriver là ? Un tout petit, c'est pareil. Ça veut dire que plutôt que de profiter de cette position pour en faire quelque chose, il va se tonifier, il va se rigidifier, il va devenir vraiment très très tonique parce qu'en fait, il va avoir peur de la chute. Et du coup, plutôt que de l'aider, ça va plus le mettre, je dirais, vulgairement en retard, pas en retard, mais du coup, il va pas pouvoir explorer tout ce qu'il va pouvoir explorer parce qu'en fait, il a été mis dans une position, mais il sait pas comment en sortir, quoi. Ouais, en fait, ce que tu nous dis là, c'est que ce qui est important, c'est le chemin et pas le résultat. C'est ça. C'est ça. Exactement. Pour la vie en général. C'est ça, exactement. C'est ça, non, vrai. mais c'est vrai. Et ça vaut vraiment pour les... Et puis même, je rajouterais, un tout petit... moi, j'avais souvent vu ça, c'était des tout petits qu'on mettait assis comme ça, qui savaient même plus comment se déplacer, comment attraper un jouet. Ils voyaient les enfants jouer, ils étaient complètement figés. Et du coup, alors, je me souviens que je voyais des professionnels de crèche qui leur ramenaient tout le temps des jouets, tu vois. Et en fait, ils l'attrapaient et puis le jouet partait. Et puis, il se mettait à pleurer parce qu'il n'arrivait pas à l'attraper. Du coup, on lui ramenait les jouets. Et là, qu'est-ce qui se passe pour le tout petit ? C'est là, on lui dit... t'es pas capable. C'est pas que t'es pas capable et t'as besoin de moi. Ouais. Et donc au niveau de la confiance en soi, parce que ça commence très tôt, la confiance en soi. Oui. Ça commence très tôt, la confiance en soi. Tôt. Plutôt que de l'encourager, de lui dire, là, il va falloir que tu te déplaces, tu peux y aller tout seul. Non, là, on m'a mis dans une position, je sais pas comment m'en sortir. Et du coup, pour pouvoir jouer, j'ai besoin de toi. Alors que l'idée, entre 0 et 3 ans, c'est justement d'aider l'enfant vers l'autonomie. Lui dire, tu es capable, tu peux. Je suis à côté de toi pour t'accompagner, mais je ne fais pas à ta place. Ouais. Voilà. Mais ça, on n'est pas sensibilisé à ça. Alors, dans la société, même avec les adultes, on le voit bien. Nous, en coaching, c'est le syndrome du sauveur, tu vois. Mais on n'est pas... moi, tu vois, quand j'étais un jeune maman, je suis toujours, parce que voilà, on découvre la parentalité tous les jours un peu plus. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que tout dépendait de moi, qu'il fallait que je l'aide à tout faire. Et je vois bien, j'ai pas fait pareil avec Louis et Rose. J'avais pas les mêmes connaissances entre les deux. Et c'est vrai que je vois Rose, pas pour les comparer, parce que l'évolution est pas la même, mais sur certaines choses, on sent qu'elle est un peu plus ancrée, même, tu sais, un peu plus... dans sa confiance en elle, dans tout ça, même si tous les enfants sont différents. Et je me dis, j'ai beaucoup plus assisté Louis que Rose. Je me suis dit, non, mais de toute façon, elle va y arriver et tout. Et ça, c'est vrai. Et là, je m'adresse aux parents, tu vois, de faire confiance à l'enfant, comme on fait confiance aux grands enfants qui, peut-être, au moment du bac, ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est ça. Les laisser trouver leur voie, en fait. Aiguiller, veiller à, bien sûr, que ça parte pas en live, mais faire confiance à la personne et qu'elle puisse trouver elle-même sa voie. Mais exactement, et puis le chemin de chacun est différent. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Exactement. Alors,
je vais te poser la question, même si je pense qu'on a déjà un petit peu abordé le sujet. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait dans ces épisodes invités, c'est que tu puisses t'exprimer sur un sujet qui te tient à cœur. Voilà, donc tu peux revendiquer, tu peux sortir... Si je dois sortir un gilet jaune, dis-le-moi, ok. Mais voilà, de quoi t'aurais envie de parler aujourd'hui? J'aurais envie de parler de tellement de choses, c'est vrai, mais déjà juste pour parler de quelle psychomotricienne je suis actuellement. Moi, je travaille en service de pédopsychiatrie à l'hôpital, donc je travaille à mi-temps sur un hôpital de jour qui accueille des enfants qui ont des troubles du lien, troubles du comportement. C'est des tout petits, ils ont entre 18 mois et 4 ans, qui ont des gros troubles relationnels. Et l'autre partie du temps, je suis sur un CMP, où j'accueille des enfants qui ont des troubles des apprentissages, des difficultés à coordonner, de l'agitation, ou des enfants qui ont vécu divers traumas qui a une répercussion sur le corps. Et moi, je dirais que... En fait, j'en ai plein. Mais déjà, on en a déjà un petit peu parlé. Pour moi, c'est l'importance de laisser le temps à chaque enfant. Voilà. Il y a ça. Et ce qui me révolte aussi, c'est les écrans, aujourd'hui. Les écrans. Et le fait de refouler aussi les émotions des enfants. Voilà. Ça, c'est un vaste sujet aussi. En vrai, j'en ai tellement. J'aimerais parler de la motricité libre. Enfin, il y a plein de choses. Mais on fera un deuxième épisode. S'il faut, il n'y a pas de souci. Même 3, 4, 5, si tu veux. Mais tu pourrais presque faire ton podcast aussi. Enfin, presque, tu pourrais. Ah, mais c'est plus sympa, on échange quand même, je trouve. Bah écoute, tu sais que tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, surtout que le thé, c'est plutôt... le thé est bon, parce qu'on ne vous dit pas, mais en même temps, on sirote un petit peu. Les fraises, elles sentent super bon. C'est un peu plus compliqué de les manger en même temps, mais... alors, on peut aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Vas-y, lance-toi. Par quoi tu as envie de commencer? J'aimerais déjà te parler du corps de l'enfant. En fait, je trouve que c'est important de rappeler aux parents qu'un tout petit découvre tout par son corps. En fait, un tout petit, grossièrement, déjà, je parlais du corps à une mémoire. Le corps a déjà une mémoire in utero, dans le ventre de la maman. Ça veut dire que le tout petit, quand il est dans le ventre de sa maman, il développe le goût, le toucher, l'odorat, etc., etc. Et là, il retient certaines choses. Il mémorise un peu dans son corps des postures, par exemple la position de l'enroulement du tout petit, ça c'est une posture qui est très intéressante, genre, même nous en tant qu'adultes, je sais pas si tu sais, mais enfin si tu l'as vécu, mais tu sais quand on n'est pas bien, on a envie de se recroqueviller, etc. Mais ça c'est parce qu'on l'a vécu in utero, c'est une position qui est naturelle, qui se permet de se recentrer. Voilà, on se recentre sur soi. Et quand on n'est pas bien, comme les tout petits, ils ont besoin, ils s'écartent, ils s'étirent. Et c'est comme ça qu'on sait qu'un tout petit ne va pas bien. Un nourrisson, quand il pleure, quand il est douloureux, quand il a faim. C'est vrai il y a tout qui s'écarte, etc. Il est en hyper-extension, etc. Un tout petit, quand il sort du ventre de sa maman, il découvre tout. Il passe d'un milieu aquatique à un milieu où, waouh, attends, là, il faut que je ressens un truc que je ressentais pas quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est la faim. Excusez-moi, mais un peu ça. Plus vite. J'ai des besoins, il y a des choses qui sortent de mon corps que je ressens. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je ressens la pesanteur aussi. Et là, waouh, gros chamboulement pour un tout petit. Et la faim pour un tout petit, quand il sort du ventre de sa maman, il sait pas ce que c'est. Parce qu'en fait, il est nourri continuellement quand il est dans le ventre de sa maman, mais quand il sort, c'est une douleur, quoi. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Et ça, on a besoin de son parent. Alors, on parle principalement de la maman parce que, voilà, il y a tous les préceptes de l'attachement, le lien avec le sein de la maman, de l'allaitement, etc. Mais il a besoin de l'adulte, d'un parent, pour pouvoir l'aider à se nourrir, à se laver, etc. Ça va être tous les besoins, je dirais, primaires d'un tout petit. Mais dans les besoins primaires, il y en a plein d'autres. Il y a le besoin d'être porté, il y a le besoin d'être touché, il y a le besoin de mise en sens. Et le besoin de mise en sens, moi, je trouve qu'il est très important. Parce qu'on l'oublie. C'est expliquer à un tout petit, quel que soit son âge, « Ah, là, tu as faim. Là, tu pleures parce que tu as faim. Là, tu pleures parce que je me suis éloignée de toi. Là, tu pleures parce que tu as besoin d'être dans les bras. Là, tu pleures parce que tu es fatiguée. » Et toute cette mise en sens, tout simplement, ça met du sens à ce que vit le tout petit. Et c'est super important de l'expliquer. Et je vais te poser une question, et j'aime bien poser cette question-là. Priez pour moi. Et c'est une notion qui est super importante pour nous, psychomotriciens, parce qu'on travaille avec. Quel est pour toi le premier mode de communication d'un tout petit?
d'un enfant, d'un bébé. D'un bébé. Ouais, c'est quoi son premier mode de communication? Purée. Pour se faire comprendre, moi j'aurais dit le regard, mais encore je sais pas, j'aurais dit le regard ou alors les pleurs. Pour se faire comprendre, il peut pas dire excuse-moi, j'ai faim, excuse-moi, j'aimerais bien que tu me prennes dans tes bras. Déjà nous adultes, on est capable de le dire, mais on le dit pas parce qu'on en a pas conscience. C'est ça, exactement. Donc j'aurais dit les pleurs peut-être pour se faire comprendre. Et ben le premier mode de... Non, mais c'est pas faux, les gars. Non, c'est pas faux. Si non, vous avez pas vu sa tête. C'est pas faux, mais c'est pas le premier mode. Mais en même temps, encore une fois, c'est pas, on le connaît pas forcément. C'est ce qu'on appelle chez nous, psychomotriciens, le dialogue tonico-émotionnel. Ok, le dialogue tonico-émotionnel. Ok, bah je vais me coucher moi ce soir. En fait, si tu veux, le dialogue tonico-émotionnel, c'est toute la relation, l'interaction qui peut se passer dans le tonus et dans le corps de l'enfant. Ok. Je t'explique. En gros, quand un parent porte son bébé, si la manière dont il va être porté va forcément résonner en lui. Ça veut dire que s'il a une maman qui est stressée, qui est pas bien, etc., le portage sera pas pareil. Je pense que tu as dû le vivre en plus il n'y a pas très longtemps, et je pense que ta fille a dû le ressentir par moments si tu rentrais du travail et que tu étais fatiguée. La manière dont tu... Je pense qu'on en avait parlé en plus, dont tu vas la porter, elle va le ressentir et elle-même elle va se sentir agacée, mais elle va pas comprendre ce que c'est. Mais pour que ce soit un peu plus clair, j'aime bien donner cet exemple-là, l'exemple de la poignée de main. Alors, je pense qu'on l'a tous vécu et je pense que ça va être beaucoup plus parlant pour ceux qui nous écoutent. On a déjà tous serré des mains de plein de personnes et à chaque fois, ça nous fait ressentir quelque chose. Tu sais, tu as la poignée de main qui est hyper ferme. Tu te dis, oh là là, là c'est quelqu'un qui a de la poigne, qui est solide, qui est ancré. Et tu as la poignée de main un peu molle là. Tu as l'impression que la personne se fout de ta gueule. Exactement. Grave. Et bien là, on est dans du dialogue tonico-émotionnel. Voilà, parce que ça résonne quelque chose, ça nous fait résonner quelque chose. Je sais pas si ça se dit, c'est français, mais bon. On s'est compris, c'est pas comme si je parlais très français non plus dans mes épisodes, donc... J'aime beaucoup ce mot résonner, c'est pour ça que j'utilise. Ou même le dialogue, bon, c'est pas que forcément par le toucher, ça peut être aussi par des choses qu'on voit. Par exemple, quand on voit quelqu'un marcher, quelqu'un qui marche de façon très élancée, très rapide, etc., ne va pas nous faire ressentir la même chose que quelqu'un qui marche un peu de façon nonchalante, etc. Là, on est dans du dialogue tonico-émotionnel. Et c'est le premier mode de communication entre la mère et son tout petit. Donc ça va être dans tous les gestes du quotidien. Le portage, la manière de lui donner à manger, la manière de lui changer la couche, etc. Et moi, j'ai souvent des mamans qui disent, qui ont vécu, par exemple, un deuil ou quelque chose d'assez tragique. Et je sens que... Et elles ne me le disent pas forcément. Et je sens que l'enfant n'est pas très bien. Donc moi, j'ai des enfants qui sont quand même très malades, qui sont très régressés, qui ne parlent pas, etc. Et qui ont des grosses angoisses corporelles. Et je sens que ce jour-là, ce petit enfant, il se sent pas très bien. Et quand je questionne, je dis, mais il s'est passé quelque chose. Et donc la maman me dit, bah oui, j'ai perdu ma grand-mère, mais bon, elle l'a pas ressenti, quoi. Ah bah si, parce que forcément maman était triste, il s'est passé des choses à la maison. Et à partir du moment, mais vraiment ça a été comme ça en un claquement de doigts, on a commencé à verbaliser auprès de la petite que voilà, maman elle était peut-être pas bien en ce moment parce qu'il s'était passé ça. Et ben là forcément tout de suite, mais vraiment en 3 minutes elle s'est détendue. Donc voilà, la mise en sens, c'est ça, c'est super important. Et les enfants, encore une fois, ils vivent tout par leur corps. Avant même de pouvoir raisonner, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, faire comprendre ce dont ils ont besoin, c'est le corps qui parle. Et c'est fou, tu vois, je t'entends dire ça et je me dis, on est tellement déconnecté de notre corps. Moi, ça m'arrive avec des coachés, tu vois, de leur dire, mais qu'est-ce que tu as ressenti ? T'étais en colère, qu'est-ce que tu as ressenti ? Et des fois, j'ai des coachés... et c'est pas une question c'est une question d'intelligence émotionnelle, mais c'est pas une question de, tu vois, de fonctionnement d'intellectualité. Oula, je pense dans un mot là. Mais tu vois, c'est pas une question que t'es intelligent ou pas, c'est juste que tu leur demandes ce qui se passe dans leur corps, rien. Il s'est rien passé. Si, t'étais en colère. Tu vois, moi je dis, si, j'avais peut-être les mains moites, ou tu vois, des trucs comme ça. Et je me dis, c'est fou comme on s'éloigne de notre instinct primaire. Quand je t'entends parler, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on se déconnecte de notre corps comme ça? Tu vas me répondre les écrans. Alors il y a ça, et puis non, mais je pense que ça dépend de chacun aussi. Des fois, en fonction de ce qu'on vit, on a envie de refouler aussi ce qu'on ressent. C'est vrai. Des fois, on a envie de le refouler, et après, c'est à nous aussi de chercher pourquoi à ce moment-là, on ressent rien. Mais pour en revenir au tout petit, pour te donner des exemples, tu sais, des fois, on dit
un enfant qui se cogne la tête, on lui frotte la tête, il pleure super longtemps et tout. Puis on dit c'est rien. Ouais. C'est Mais rien. Mais si c'est quelque chose. Ouais. Attends, j'étais en train de marcher, j'étais en train de jouer. Je me suis cogné la tête, c'était pas ce que j'avais prévu, je me suis pas rendu compte, c'est arrivé d'un coup. Non, c'est pas rien. Ou un enfant qui fait une colère. Alors, les colères. Les grosses crises, tu sais, où l'enfant se roule par terre et tout, mais c'est parce que c'est pas pour faire une démonstration de colère. Tu vois, c'est pas une mise en scène. Attends, là, on est en plein supermarché. Attends, là, je vais faire chier on est au rayon bonbons. C'est l'heure de pointe. Je vais me rouler par terre. Non, c'est juste que l'émotion, elle se vit, quoi. Elle se ressent. Mais attends, là, maman, elle m'a dit non, quoi. Maman, elle m'a dit non. C'est horrible pour moi. Oui, bah moi, dans ce que je suis en train de dire, dans ma réalité de l'instant, ce nom-là, il résonne comme la plus grosse frustration de toute ma vie, quoi. Exactement. C'est ça. Mais je fais le parallèle avec les adultes. C'est pareil quand, des fois hyper bien intentionné, on dit à une de nos potes, c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas grave si, c'est pas grave ça. Et en fait, si, en fait, on a le droit de... tu parlais de valider les émotions des enfants. Complètement. Valider les émotions de l'autre. Je fais le parallèle un peu avec les adultes aussi, mais c'est pareil, valider ce que ressent la personne, même si nous, on ressent pas la même chose. C'est ça. Exactement. Et d'autant plus chez le tout petit, parce qu'en fait, il grandit avec ses émotions, quoi. Et il n'est pas en capacité de les comprendre, de les interpréter, de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, et ça donne beaucoup de sentiments raquettes après. Ouais, complètement. Des gens qui pleurent quand ils sont en colère, alors que s'ils n'arrivent pas, on leur a tellement dit qu'il fallait pas se mettre en colère. Moi, j'avais une coachée comme ça qui, en fait, après, quand elle a compris que finalement, ce qu'elle ressentait, c'était de la colère, ça a été différent, quoi, dans sa vie. Complètement. Ok. Ouais. Et après, si je pourrais parler d'un autre truc que j'aimerais vraiment, vraiment défendre, c'est la place des écrans de nos jours. Là, aujourd'hui, c'est tous les enfants qu'on reçoit là en pédopsychiatrie, c'est des enfants qui peuvent rester jusqu'à 10 heures par jour, enfin des moins de 4 ans, je parle. Moins de 4 ans. 10 heures par jour devant les écrans. Mais en vrai, même un adulte, 10 heures par jour, c'est beaucoup. Voilà. Enfin, tu vois, un ado, même à 8 ans... C'est ça. Et ça, voilà, les écrans font partie de notre vie actuelle. On les a pas vus arriver. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Je me mets, enfin, moi je suis cette génération où, nous on a vu arriver le Minitel, tu vois. Oui, il y a 40 ans, les gars. C'est ça. Tu vois. La DSL. Voilà, la DSL, on parlait tout à l'heure avec Mylène, tu sais, avant Internet, tu sais, quand ça se branchait, le bruit que ça faisait et tout. Voilà, pareil, le téléphone portable, on l'a vu arriver, on l'a vu évoluer, parce que nous avant on avait le 3310, les gars. Ou même avant il y avait les espèces de gros trucs que tu vois dans certains films. Oui, c'est ça, avec que tu tires l'antenne. Et tout. Complètement. Et je me dis, c'est vrai que pour notre génération, comme on n'a pas eu le modèle de nos parents qui nous ont éduqués avec, voilà, on est tous là, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. L'autre fois, Louis, qui vient juste d'avoir 8 ans, maman, je veux Instagram. Tu veux quoi? Excuse-moi, comment tu connais ce mot-là, tu vois? C'est ça, c'est fou. Et tu vois, je lui ai dit, alors... prépare-moi un argumentaire, tu vois, parce que je voulais pas lui dire non, t'es trop jeune ou tout ça. Je lui ai dit, écoute, prépare-moi un argumentaire sur à quoi va te servir Instagram. Finalement, il a oublié pour l'instant. Écoute, sujet clos jusqu'à la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est difficile pour nous, parents, de se dire, mais en fait, à partir de quand c'est beaucoup? Parce que finalement, même nous, on aurait besoin d'être éduqués. Mais bien sûr, oui. On en parlait. Même nous, des fois, ça nous arrive tous, ça nous est tous arrivé de scroller un peu sur Insta ou sur d'autres choses et de passer finalement du temps. Et d'ailleurs, pendant que tu regardes la vie des autres, toi, tu vis pas, ou pendant que tu joues, t'es pas dans la vraie vie, ou tu te coupes d'ailleurs des relations avec les gens qui sont en présentiel avec toi. Comme Mylène tout à l'heure qui voulait pas nous écouter. Je vous intègre avec nous. Bon là finalement je vois qu'elle nous écoute, elle se marre, elle fait... Alors si jamais vous entendez un bruit de chat, voilà, Mylène a un chat et qui là forcément est en pleine crise, tu vois. C'est ça, les chats, ils sentent qu'il y a un truc, faut pas faire de bruit. Voilà, donc Mylène, c'est pas grave si le chat fait du bruit, c'est vivant. Du coup les écrans, est-ce que tu aurais des pistes, tu vois, sur comment gérer ça et voilà, à partir de quand ça devient réellement problématique. Là, tu sais que tu disais 10 heures, j'ai du mal à imaginer. Oui, il y a des enfants, en fait, qui ont tellement été habitués à être devant les écrans parce que, on va pas se mentir, je suis pas là pour dénigrer les parents. On a tous besoin, à un moment donné, de mettre les enfants devant l'écran parce que là, c'est bon. J'en peux plus, et puis j'ai besoin d'un petit temps calme, ou j'ai besoin de faire autre chose. Je vais faire la cuisine. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai besoin d'un petit temps, du coup, je mets l'enfant. Mais malheureusement, il y a des excès. Alors, tant que c'est limité, tant que c'est contrôlé, il n'y a pas de souci. Mais surtout, un enfant, il a besoin de jouer. Moi, j'ai des enfants qui regardent, qui passent leur temps devant les écrans, ils ne savent pas empiler des cubes.
Enfin, tu vois, c'est des choses toutes simples, quoi. Mais empiler des cubes, c'est hyper important dans la coordination, dans ce qui va te permettre de faire plus tard, dans l'écriture, enfin voilà, dans toutes ces choses-là. Un enfant a besoin, ça veut dire que j'ai aussi des parents qui me disent oui, mais il s'ennuie. Tu sais quoi, quand tu me parlais, j'ai dit ouais, parce que des fois on a l'impression que c'est notre rôle de parent que l'enfant ne s'ennuie pas. Au contraire, laissez les enfants s'ennuyer, parce que c'est au moment où ils s'ennuient, où ils développent leur imaginaire. Ouais, et deviennent le plus créatifs. Et c'est là où ils deviennent le plus créatifs. Voilà. On n'est pas obligé toujours d'apporter des choses, de créer des contenus, de leur proposer des choses. Laissez aussi les enfants, alors effectivement, faire des jeux ensemble, voilà, des échanges, parce qu'on est des êtres de relation, et puis c'est aussi de l'apprentissage aussi de jouer avec son enfant. Mais les moments où il s'ennuie, où il est seul dans sa chambre, où il vous dit « Maman, là, je m'ennuie », laissez-le s'ennuyer un petit peu. Oui, voilà. Alors, toute proportion gardée, c'est pas non plus tu te démerdes. Non, j'ai entendu dire que c'était bien si tu t'ennuyais, passe ta journée tout seul. Voilà, on n'est pas là-dessus non plus, non, bien sûr. Mais on est dans ce truc, et finalement, pareil, lui faire confiance, je trouve que ça développe aussi l'autonomie dont tu parlais tout à l'heure. Alors là, du coup, à un autre âge, parce qu'on peut pas non plus laisser, enfin, les enfants jouent pas forcément tout seuls comme ça, mais ce truc de, finalement, tu vas trouver des solutions, tu vas trouver des jeux. Ça. Et c'est vrai, alors moi, du coup, je l'ai expérimenté, parce qu'avant, j'étais dans ce truc-là, il faut que je l'occupe, il faut que je trouve un jeu. Et du coup, ça devenait presque, je sais pas s'il y a des mamans qui ressentent ça, mais tu étouffes en fait, parce que tu aimes tes enfants, tu veux tout leur donner, mais tu étouffes parce que toi aussi tu as besoin de prendre soin de toi et de prendre soin de ta relation à toi-même pour pouvoir justement être disponible pour eux, et donc à un moment donné tu as besoin. Et c'est vrai que parfois j'avais ce réflexe de vas-y, je te laisse jouer assis, je te laisse regarder un dessin animé et tout, parce que moi aussi des fois ça me fait du bien de regarder une série. Bien sûr. Et en même temps, pas que. Parce que des fois, quand je regarde une série, ça me fait pas du bien. Ça m'abrutit et tout. Et c'est vrai que depuis que Louis, tu vois, Loulou, quand il va me dire « je m'ennuie maman », tu vois, je fais le bilan de ce qu'il a fait déjà dans sa matinée ou dans sa journée. Je dis « ouais, mais ennuie-toi. » Enfin, je dis pas comme ça, mais je lui dis « écoute, je suis sûre que tu vas trouver un truc à faire. » Et généralement, il va commencer à faire des Lego, à faire des histoires, à faire des trucs. Et c'est vrai que c'est là où ils sont le plus créatifs. Faut leur faire confiance, en fait. Complètement. Mais les tout petits, moi, que j'accueille, c'est qu'ils sont plus capables de faire quoi que ce soit, en fait. Et ils restent... Et puis même, on le voit dans la rue, c'est des enfants qui sont en poussette, avec le téléphone dans les mains, et il se passe plus rien, quoi. Et il se passe plus rien du tout. Et puis si tu interagis avec lui, c'est forcément il y a des retards de langage. Je parlais du développement corporel aussi du tout petit. Il y a plus d'expérience motrice, parce que du coup je reste passif face à un écran, il se passe rien du tout. Je vis rien avec mon corps. Voilà. Et je reste dépendant de cette chose. Et dès qu'on me l'arrache, c'est un déchirement. Et c'est un déchirement, et je sais pas quoi faire, quoi. Voilà. C'est ça. Donc faut être vraiment très très vigilant avec toute cette notion d'écran. Si vous avez peur que votre enfant s'ennuie lors d'un long trajet, par exemple, coloriage, les livres, faites confiance à vos enfants, ils vont trouver plein de choses à faire. Les jeux, les chansons. Il y a un truc aussi, moi j'avais vu en formation, tu sais, d'ailleurs je connaissais pas, tu sais, c'est ces boîtes à histoire, en fait, qui développe du coup beaucoup l'auditif, où en fait tu mets l'histoire et ça développe la concentration et d'écouter une histoire, et c'est super bien. Alors il y en a, par contre c'est très cher, j'ai une petite réclamation à faire quand même, mais c'est super. Du coup nous on en a acheté une, alors t'as les comptines, t'as les histoires, tu peux charger tes propres histoires et tout. C'est super tout ce truc de livre audio, parce qu'en vrai sur Apple aussi tu peux trouver des livres audio pour les enfants, et pareil il n'y a pas d'écran et tout, et c'est vrai que c'est super. Ça peut être une alternative, parce que nous tu vois on me disait qu'est-ce qu'on dit aux parents, parce que nous aussi des fois on est à court d'idées, et ça aussi c'est pour les longs trajets. Alors moi je vous partage une anecdote, pardon, je raconte ma life du coup, mais Julien avec ses parents, donc Julien c'est mon mari, c'est bizarre, tu sais ce qu'il faisait, il jouait avec tous les départements. C'est-à-dire, tu sais, aux plaques, avant en plus les plaques, les départements c'était beaucoup plus visible. Ah bah tiens, le 31, le machin, qu'est-ce que c'est comme département ? Bah du coup il connaît tous les départements. Voilà, là où moi j'en connais 3 ou 4. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est super intéressant. On peut rendre aussi des jeux ludiques. Mais tous les temps de la vie quotidienne, je te dirais. Tu vois, même des fois, moi je reviens encore sur ces enfants qui sont en poussette dans les magasins. Emmener son enfant en magasin, ça peut être une richesse, mais qu'on n'ose pas explorer, parce qu'on a peur d'être embêté par son enfant, parce qu'on a peur qu'il fasse une crise, du coup. Et ça, je le comprends tout à fait. Effectivement, la peur du regard de l'autre. Mais quand on va juste faire ses courses, mais initiez vos enfants. Tiens, regarde, maman, elle a besoin d'un paquet de pâtes, est-ce que tu peux aller le chercher ? C'est toi. Le rendre acteur. Le fait d'aller chercher un paquet de pâtes là-bas,
déjà, ça aide l'enfant à s'orienter dans l'espace. Alors là, c'est mon côté vraiment psychomode, tu vois. Ça l'apprend à se déplacer dans un espace qui est super grand, à se repérer, à travailler sa perception visuelle, parce que tu lui dis, va chercher ce paquet de pâtes là. Enfin voilà, il se passe plein de choses, donc faut pas oublier ces temps de la vie quotidienne qui sont extrêmement riches. Source d'apprentissage. Mais complètement, on éduque nos couleurs, enfants. Le nombre de personnes dans le magasin, enfin, c'est vrai. Il peut se passer plein de choses juste sur un temps où on va faire les courses, on se dit vite. Faut que ça aille vite. Il faut pas que j'y reste trop longtemps. On connaît, hein, ça va. Non, c'est vrai que la crise dans le magasin, quand tu discutes avec n'importe quel parent, la première peur presque, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais bon, là, après, il y a un travail à faire sur nous-mêmes, sur justement le détachement du regard de l'autre. Est-ce que les gens peuvent penser de nous un enfant qui se roule par terre, c'est un enfant qui se roule par terre. Voilà, c'est tout. Il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, en proie à une grosse émotion. Et voilà, quoi. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour les plus grands, hein, c'est de les rendre acteurs. Bah écoute, là on va aller chez le médecin, à la pharmacie, au marché. Bah écoute, emmène ce que tu veux. On va au marché, tiens, prends-toi le petit sac que je t'ai acheté la semaine dernière, et puis tu mettras plein de choses dedans. Et pour les enfants, c'est une aventure, quoi. Je vais mettre des trucs dans mon panier, quoi. C'est vrai, en fait, c'est les rendre, comme tu dis, acteurs et partager la vie. C'est le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance et d'importance. C'est ça. Qui est très important, et les rendre comment dire, capables de faire partie de la famille. Exactement. En fait, de les inclure dans cette vie familiale, comme les tâches ménagères. Tu vois, ou des fois on se dit bon, l'enfant il a pas à faire ci et tout, bah en fait si c'est le début de la sociabilité, les gars. C'est ça. Puis je rebondis sur ce que tu disais, l'imitation. Et puis j'ai une image en tête là que je pourrais éventuellement partager. C'est un enfant qui avec je crois que c'est un jouet, mais il fait comme s'il était sur un téléphone portable, et en fait derrière t'as les deux parents qui sont sur leur téléphone portable. Les enfants imitent. Ils nous imitent. Mais d'ailleurs, on parle des jouets. Finalement, moi, j'ai arrêté d'acheter des jouets à Rose. Parce qu'en vrai, elle ne joue qu'avec les choses qu'elle voit. Tu vois, les Tupperware, nous, elle joue avec les petits bols Ikea là, en acier. Elle joue avec ça. Donc, j'ai dit, c'est bon, stop, j'arrête. Parce qu'en fait, elle joue, c'est vrai, avec... tous les objets du quotidien. Tous les objets du quotidien. Il n'y a pas besoin d'acheter mille et une choses pour les enfants. Les médias, les commerçants veulent nous faire vendre plein de trucs. Attention, ce truc-là qui fait plein de bruit, qui fait de la musique, qui se tourne sur lui-même, tu peux le changer, ça devient un écran et un robot en même temps. Ça va t'aider ton enfant, ça va aider ton enfant et il va vite apprendre à lire, quoi. Ouais, grave. Non mais ça c'est un truc, je me dis, oulala, là déjà il y a trop d'informations pour un enfant. Et un enfant, honnêtement, on a tous vécu ça, qu'on soit maman ou pas, hein, mais à Noël ou les anniversaires, les enfants ils jouent avec quoi ? Avec le papier cadeau. Avec le papier cadeau. Mais pourquoi le papier cadeau ? Parce que le papier cadeau, c'est grand, il y en a beaucoup. Ça fait de la couleur, ça fait du bruit, je peux le déchirer, je peux le mettre sur ma tête. Et là, encore une fois, on en revient à toute l'imagination qu'on peut utiliser avec un objet. Ou le carton, je peux en faire une cabane, je peux me cacher dedans, je peux cacher des trucs dedans, je peux le pousser, alors que d'habitude, j'ai du mal à porter les choses un peu lourdes. Là, c'est un truc qui est gros, mais qui est léger. C'est une source d'exploration qui est immense pour les enfants. Bah oui. Donc, les Tupperware, c'est trop bien, mais quoi. C'est vrai, en vrai. Hein. C'est incroyable. Enfin, moi, je vois. Et finalement, même Loulou, qui grandit, c'est vrai qu'il joue beaucoup plus avec les objets, avec les bouchons de bouteilles, avec les bouteilles vides. Enfin, tout ça, quoi. Les emballages, tout, quoi. Tout. Puis des fois, on a souvent aussi envie, tu sais, quand on achète un jouet à un enfant, je te dis une bêtise, par exemple, un puzzle. Tu vois, ah mais non, il faut que tu mettes cette pièce là comme ça, il faut que tu la mettes comme ça, il faut que ça ressemble à ça. Tu sais, on a des attentes. Mais si l'enfant il a juste envie de prendre les puzzles, les empiler les uns sur les autres ou les mettre dans une boîte, laissez faire, quoi. C'est son expérience, quoi. Si à ce moment-là il a pas envie d'apprendre à faire un puzzle, il est en train de faire autre chose à côté. Et là ça me fait penser, tu vois, j'ai l'impression que ça commence là, comme tu disais, la confiance en soi, aussi la modélisation, enfin le côté je rentre dans le moule, je dois absolument mettre le puzzle comme ça, si j'ai pas envie de faire ce putain de puzzle comme ça, et tu vois, et si j'ai pas envie après le bac d'aller tout de suite faire des études, est-ce que j'ai besoin de vivre autre chose pour après trouver ma voie, et quelle voie par exemple t'as trouvé, enfin tu vois, je me dis, est-ce que ça commence pas là un peu, qu'on brime un peu les gens et on leur apprend que c'est comme ça et pas autrement, ce qui donne des adultes après, je vais loin là dans mon raisonnement, mais tu sais qu'ils sont à la recherche de est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est dans le bon ordre, est-ce que c'est dans le bon ordre, est-ce que je suis dans la vérité, au lieu de se dire c'est peut-être ma
vérité. Mais c'est ça. Et heureusement que Picasso n'a pas écouté, tu vois, tout ce qui était anatomie et tout, et qu'il en a fait qu'à sa sauce, quoi. Exactement. Parce que mais ouais, c'est un peu ça. complètement. Je sais pas pourquoi je prends Picasso, c'est pas comme si je connaissais son œuvre. Mais tu vois, je trouve que c'est assez parlant, quoi. Complètement, je suis entièrement d'accord. Donc comme quoi, ce que tu es en train de nous dire entre les lignes, c'est que quand même tout part de l'éducation, enfin de la petite enfance quand même. La petite enfance, moi, encore une fois, je trouve que cette période de la vie, même si toutes les périodes de la vie sont extrêmement importantes, mais encore une fois, cette période de la vie, on passe d'un tout petit qui est complètement dépendant à un enfant de 3 ans qui peut marcher, qui peut parler, qui peut s'exprimer. En 3 ans, c'est la seule période d'une vie où il se passe autant de choses, où on apprend tellement de choses. Entre-temps, j'ai appris à marcher, j'ai appris à manger, j'ai appris à me déplacer, j'ai appris à parler, j'ai appris à raisonner. Enfin voilà, c'est immense. Et ces 3 premières années de vie sont extrêmement importantes. Ouais. Donc il faut pas les oublier. Il faut pas, du moins, les laisser pour compte ou ne pas les mettre en sens, etc. etc. Ouais. Excuse-moi, je vais revenir sur les écrans. Est-ce que tu as des pistes un peu, tu vois, moi par exemple en formation, ma formatrice disait pas d'écran du tout, pas avant 3 ans, tout ça. Bon, chacun, voilà, il trouve aussi son compte. Et comme tu disais, les écrans font aussi partie de notre vie. Donc, bon. Est-ce que tu as quand même des pistes, tu vois, pour les parents qui nous écoutent, ou même les éducatrices ou tout ça, tu vois, sur un peu comment gérer ça ? Comment gérer les écrans ? Ouais, est-ce que, c'est un peu bête ce que je te demande, mais tu vois, un timing raisonnable ? Alors, il y a des tableaux qui nous disent, c'est les 3, 6, 9, je crois. Ouais. J'ai plus les âges en tête, mais parce que j'aime pas trop me fixer sur des âges, mais déjà avant alors idéalement. Moi, j'aime pas être dans les idéaux, on parce est d'accord, hein, tout ça, idéalement, on va rester. Si je devais parler d'un idéal, c'est pas d'écran avant 3 ans. Ouais. Idéalement. Encore une fois, il faut faire aussi avec notre société, avec notre temps et tout. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, tous les enfants ont déjà vu un écran. Quand je dis écran, c'est téléphone, télé, ordinateur, console, tablette, voilà. Parce que souvent, quand je dis écran, les parents pensent d'abord la télé, mais c'est aussi tous les téléphones, etc. Donc, idéalement, bien sûr, il faudrait éviter. Mais je pense que il n'y a pas de recette magique, il faut faire aussi en fonction de ce qu'on peut, parce qu'il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a pas de parents parfaits. On est bien d'accord. Vraiment. Moi, je donne juste des pistes et des idéaux des alertes, et je fais un petit peu de prévention, mais c'est pas de dire, attention, toi, parent, t'as laissé ton enfant pendant 3 heures, non. C'est juste limiter les choses. Je dirais les limiter et prévenir l'enfant. Je pense que la frustration quand on éteint l'écran, elle est immense et c'est dur à gérer, quoi. Même pour nous, Même pour nous, bien sûr, c'est super compliqué. Mais quand tu m'arrêtes ma série, ça me fait chier. Quand le wifi saute, c'est compliqué. En plein milieu des chroniques, tu vois, non, on n'arrête pas là. C'est ça. Non, c'est vraiment d'expliquer à l'enfant qu'il y aura un temps. Et que ça va s'arrêter. Et ne pas l'arrêter brutalement. Ça veut dire que, je sais pas, vous lui avez dit, tu auras 1 heure, 3/4 d'heure, une demi-heure. Mais c'est pas à la demi-heure où vous allez lui dire, ça y est, c'est fini, je te prends l'écran. Vous le prévenez. Oui, parce qu'il n'y a pas la notion du temps. Alors, la notion du temps, elle met du temps à s'inscrire dans le corps. Il faut vivre plein de choses pour pouvoir comprendre comment le rythme et comment le temps existe, je dirais. Donc, l'idée, c'est vraiment au mieux, pour éviter les grandes crises de frustration, c'est de préparer l'enfant. Écoute, il y aura un temps limité. Et à un moment donné, maman, elle va retirer l'écran, ou papa, ou voilà, je vais te retirer l'écran, et bien le prévenir, allez, on va dire 5 minutes, 3 minutes avant, que là, ça va bientôt être la fin. Parce que l'enfant, il va mieux gérer la frustration que si on arrête tout d'un coup, parce que c'est trop brutal. C'est trop brutal. Et puis, quelque part, je trouve que c'est même pas respectueux. Bah oui. Enfin, tu vois, je vais faire le parallèle, je sais pas pourquoi je pense à ça. Tu vois, tu sais que quand tu roules vite et on te prévient qu'il y a un radar. Enfin, bon, des fois, on prévient pas, mais tu vois, on te prévient quand même. On te dit, et puis le radar, quand même, tu le vois. Tu vois, il y a un côté, attention, je te préviens, et c'est considérer aussi notre enfant comme notre égal, quand même. On n'a pas les mêmes devoirs, on n'a pas les mêmes responsabilités, tout, on est bien d'accord. Mais à ce niveau-là aussi, c'est ramener un peu d'horizontalité, tu vois, dans la relation, et considérer un enfant comme un autre à part entière, quoi. Pas, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis parent, donc là j'ai dit que c'était stop et c'est terminé. Il y a aussi ce côté-là. Même si le parent est détenteur de l'autorité, parce que chaque enfant a besoin de limites et a besoin de cadre. Voilà, ça c'est super important. Mais les écrans, il faut limiter, mais même pour les plus grands. Hein. Moi, j'ai les enfants que j'ai au CMP qui ont 8-10 ans, ils s'endorment avec les écrans.
Voilà, ça, je fais beaucoup de prévention là-dessus. Après, c'est des enfants qui ont des troubles du sommeil, donc vraiment limiter les choses. Et on en revient encore à cette histoire d'aller au marché avec le petit sac et de rendre l'enfant acteur. C'est des fois, quand ils sont un peu plus grands et qu'ils ont une petite notion de « attention, ça va s'arrêter », il arrive quand même qu'il s'arrête avant que le parent vienne l'arrêter. Mais alors là, oui, je confirme. C'est ça. C'est vrai. Mais voilà, tant que c'est prévenu, tant que c'est expliqué, que c'est annoncé, ça crée moins d'angoisse et de frustration chez l'enfant. Mais tout comme, là on parle des écrans, mais un enfant est en train de faire un super jeu, ils sont en train de jouer au ballon dans le jardin avec les copains. Pareil. Et là d'un coup, non, là c'est l'heure de manger ou c'est l'heure du bain, on y va tout de suite. Mais si on le prépare et qu'on lui dit non, ça va s'arrêter bientôt, il y a un temps limité, etc., c'est quand même beaucoup plus facile pour l'enfant de gérer la frustration. Puis alors, nous c'est un outil qu'on a vu aussi, ça me fait rebondir là, tu vois, sur le côté, l'enfant est en plein jeu, etc. C'est ce qu'on appelle se connecter, rediriger, qui fonctionne aussi avec les adultes à chaque fois, parce que tu vois, tout ce qu'on apprend en parentalité, je dis, mais attends, les gars, ça marche aussi avec les adultes. Mais complètement. Tu vois, et l'autre fois, je l'ai testé au mariage. Rose est en train de jouer, et sur le coup, comme n'importe quelle maman, j'ai envie de dire, j'ai dit, Rose, on mange, tu viens, tu vois. Elle m'a regardée, tu sais, du haut de ses 2 ans et demi. Non. Et elle s'est retournée, elle a continué à jouer, tu vois. J'ai dit, ah ouais. En plus, c'est l'âge du monde, donc c'est génial. Mais tu sais, en plus, c'était vraiment un non, mais alors en toute détente, hein. Non. Tu vois. Et voilà, et j'ai dit, ok, ma cocotte, attends, bouge pas, j'ai un outil. Et donc, je suis allée la voir. Je me suis mise à son niveau. Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, tu joues. Alors, elle a découvert la patte patrouille. Donc, je te raconte pas avec tes petits chiens de la patte patrouille. Je sais pas ce qu'ils foutaient là-dedans, mais ils étaient en pleine story. Et tu vois, donc, je pose des questions. Ah, tu joues avec qui? Et lui, comment il s'appelle? Et tout. Donc, je me connecte à ce qu'elle est en train de faire. Bon, tu connais, hein. C'était juste pour expliquer, parce qu'en vrai, toi, tu connais. Mais... Et après, je lui dis, ah, ok, t'as vu, Rose? Regarde, retourne-toi. Qu'est-ce qu'on fait là, tous? On est à table et tout. Et là, du coup, elle a lâché ses jeux. Tu viens avec nous? Parce que après, j'ai peur que t'aies faim. Parce qu'en vrai, c'est ça. Je veux qu'elle vienne, pas pour qu'elle vienne à table. Je veux qu'elle vienne parce qu'après, j'ai peur qu'elle ait faim, si elle se couche le ventre vide, etc. Donc, je lui ai expliqué tout ça. Et hop, elle est venue. Et elle s'est installée. Elle a mangé. Bon, elle a mangé 3 grains de riz. Mais elle a mangé, elle est venue. Et là, je me suis dit, oh, la puissance du truc. Et en vrai, comme avec un adulte. Bien sûr. C'est se connecter à lui. Je fais le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. Se connecter à son émotion. C'est ça. À sa réalité du moment, même si c'est pas la nôtre. Pour après, peut-être rediriger. Tu vois, quand quelqu'un pleure, ou tu vois, histoire d'amour, machin, oui, ok, ah oui, t'es triste, machin, ok. Et après, sortir de cet instant pour aller se projeter sur la réalité et remettre les choses dans leur contexte. C'est exactement ça. Et en fait, tout ce qui va se vivre dans la petite enfance, dans l'enfance, va forcément nous être utile à l'âge adulte, quoi. Complètement. Ça crée tous les chemins neuronaux. C'est ça. Et puis, c'est la sécurité. On se sécurise comme ça. Avec le cadre. Avec le cadre, avec les limites, avec une structure solide. Après, bien sûr, hein, on peut avoir des parents défaillants, on peut avoir... mais ça fait partie de la vie, mais rien n'empêche de pouvoir quand même grandir et de pouvoir s'épanouir, même plus tard, si on a des traumas. Et puis le parent défaillant, c'est souvent un parent qui fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a Exactement. lui-même. Hein. Complètement. Et puis même nous, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, de parents parfaits. Et heureusement qu'il n'y a pas de parents parfaits. Non. Parce que c'est aussi montrer, justement, notre rapport à l'erreur montre à nos enfants comment eux-mêmes gérer leurs erreurs. Donc surtout pas de... Puis qu'est-ce que la perfection? Vous avez 3 heures, les gars. Introduction, développement, conclusion. Il y a vraiment pas de bons parents. J'en reviens aux réseaux sociaux, effectivement, on voit ces super mamans qui font plein de trucs avec leurs enfants. Qu'est-ce que ça peut être culpabilisant, quoi. Et moi, les mamans que je reçois, je leur dis, non, mais vous faites avec qui vous n'êtes pas cette maman-là. Et puis... C'est surtout, excuse-moi, que les réseaux sociaux, c'est, tu vois, cette photo que tu vois qui a été prise, ou ce petit réel qui a été pris, cet instant représente même pas 30 secondes. Dans le cas d'une photo, c'est même pas une seconde, sur 24 heures d'une journée. Et tu vois, l'autre fois, j'ai revu quelqu'un dans le cadre du travail que je n'avais pas vu depuis 3 ans, depuis le Covid. La dernière fois que j'ai vu, j'étais enceinte de Rose, je ne le savais pas. Donc, tu vois, pour te dire. Et j'ai vu cette personne et on discute. Et moi, je pensais qu'elle venait d'avoir un bébé et tout. Donc, que sa vie... de ce que je voyais des réseaux sociaux, tout allait bien, tu vois. Et en discutant avec elle, non pas que ça n'aille pas, mais le tableau était peut-être pas aussi idéaliste. Non pas de ce qu'elle laissait paraître, parce qu'elle ne vend pas non plus du rêve, pas du tout, tu vois, mais de ce qu'on voyait.
Et là, tu vois, je me suis fait la réflexion, je dis, waouh, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Complètement. Et vraiment pas, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il faut apprendre à se détacher, surtout sur la parentalité, où on a les super mamans, les super trucs, les super machins. Même les outils, des fois, qu'on transmet. Tu sais, tu vois, là, j'ai parlé en 3 secondes et demie de se connecter, rediriger. C'est pas aussi simple. Mais et puis, c'est pas magique non plus. Mais non, pas du tout. Ça marche pas peut-être pas là, mais ça va marcher. Enfin, voilà, c'est aussi surtout, je dirais, une posture. C'est ça. Tu vois, plus qu'un outil magique. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui va fonctionner pour un enfant ne va pas forcément fonctionner pour un autre. Moi, je peux pas... c'est pour ça qu'encore une fois, on reparle de l'anamnèse. Je peux pas conseiller, orienter des parents, une famille d'une façon... Je peux pas plaquer des méthodes ou des conseils ou un soutien à chaque parent. C'est pas possible. Parce que chaque histoire est différente. Totalement. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est l'anamnèse? Parce que c'est ce que c'est. Et moi, il y a encore un an, je savais pas du tout ce que c'était. L'anamnèse, en fait, c'est tout ce moment où on va retracer le parcours de vie d'un patient, d'une personne. Donc moi, je pars toujours de la grossesse à l'âge de l'enfant. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'une personne, en fait. Ce qui se passe avant la rencontre, juste avant la rencontre. Voilà. Ok. Et du coup, dans le cas d'adultes, est-ce qu'il y a des adultes aussi qui vont voir des psychomotriciens? Bien sûr, complètement. Ouais. Donc ça peut être des adultes déficients, ça peut être des adultes qui ont des grosses difficultés avec le corps. Je pense à des personnes addictes, des personnes... tout ce qui va être les troubles alimentaires. J'allais te dire, voilà, est-ce qu'en cas de troubles alimentaires, la psychomotricité peut aider? Complètement, parce qu'en fait, nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'image du corps et le schéma corporel. Et l'image du corps peut être extrêmement altérée dans le cadre de personnes qui ont des gros troubles alimentaires et de la perception qu'ils ont de leur corps. Donc, à travers différents médias, et ça, c'est toute la richesse de la psychomotricité, c'est qu'on peut utiliser tout et n'importe quel média pour soigner, pour aider, pour accompagner. C'est-à-dire que moi, un matin, je peux utiliser de la peinture, le lendemain, je peux utiliser des jeux de cirque, des jeux de société, des jeux de ballon. Et pour les adultes, ça va être de l'escalade, de la conscience corporelle, de la danse, du théâtre. Voilà, les champs sont extrêmement larges, mais effectivement, pour ces adultes-là, on va justement essayer de les aider à se reconnecter et à se réapproprier, à réhabiter leur corps. À travers plein d'expériences motrices. Plein d'expériences relationnelles aussi. Donc ça va être pour les adultes, ça va être aussi toutes les personnes âgées. Alors moi, je suis un peu moins... je l'ai vu, ça c'était il y a 8 ans quand j'étais en formation, mais ça va être tous les syndromes post-chute, les personnes atteintes d'Alzheimer, qui forcément vont avoir une altération de la perception de leur corps. Le corps est un peu plus défaillant aussi quand on vieillit. Donc voilà, comment je vis dans ce corps qui répond pas forcément tout de suite à mes réactions, ou qui est un peu moins réactif, quoi. Voilà. Donc c'est tous les âges de la vie. On accompagne aussi pour aider tout ce qui va être les douleurs aussi, tout ce que va être l'accompagnement de la fin de vie aussi. Voilà, à travers plein de médias. On utilise beaucoup la relaxation. Voilà. Ok. C'est un merveilleux métier qui, je trouve, n'est pas assez connu. Enfin, vraiment. Ou alors, bon, je sais pas, je devais être à la campagne ou sur notre planète. Mais... Non, mais je te rassure, moi, je le connaissais pas non plus. Hein. Alors, aujourd'hui, j'en entends beaucoup parler. Enfin, dans le milieu dans lequel j'évolue dans le coaching, c'est vrai qu'encore là, en formation dernièrement, on parle des psychomotriciens, quoi. Mais c'est vrai qu'avant toi... Jamais, hein. D'ailleurs, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ça? Tu peux répéter, s'il te plaît? Déjà, j'avais des problèmes avec ton prénom. C'est ça. Bonjour, Shabnam, psychomotricienne. Attends, on peut recommencer? Parce que ça fait beaucoup d'infos pour mon petit cerveau de prof de danse. Ok, super. Et Chab, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais qu'il y a un milliard de sujets. Il y a un milliard de choses, là, tu veux rajouter quelque chose? Mais non, mais je dirais surtout si je m'adresse aux parents, futurs parents, ou même les curieux. Enfin, chaque enfant est différent. Ne comparez pas les enfants. N'attendez pas un âge précis pour faire quelque chose. Laissez votre enfant expérimenter, vivre des choses. Même si c'est des choses qui vous paraissent farfelues, s'il est en train de jouer avec un Tupperware, laissez-le jouer avec le Tupperware. Ou avec une poupée alors que c'est un garçon. Ah oui, ouh là 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 là. Là, tu vas me lancer sur autre chose. Ça, je te réinviterai pour ça parce qu'il faut que je t'en parle après, mais j'ai écouté... Alors du coup, je vais faire la pub pour ce podcast qui s'appelle... Bliss Story. Oui, tu connais, je connais. Incroyable. La meuf sort de sa campagne, elle va juste de le découvrir. Écoute, c'est incroyable. Et j'ai écouté un épisode sur une personne qui est asexuelle, pas asexuée, mais asexuelle, non binaire et aromantique.
Donc tout ça, il y avait la moitié des choses que je ne connaissais pas. L'épisode est passionnant. Bien sûr que ça a soulevé les foules, parce que ça fait appel à beaucoup de croyances, de tout ça et tout. Du coup, je vous conseille l'épisode. Et pourquoi je te disais ça ? Parce que je crois qu'il y a un vrai sujet, une vraie sensibilisation à faire sur la non-binarité, la sexualité, parce que je ne connaissais pas, je sais pas que c'est alors on peut être pansexuel aussi. Oui. Ouh là là, je me suis dit je suis très en retard, il faut que tu vois, et tu vois, quand j'écoutais cette personne parler qui était passionnante, qui était très attachante, très rigolote, très tout ça, je me disais mais en fait si c'est son ressenti, est-ce qu'on peut pas juste valider que tu te ressens asexuel, que tu sois d'accord ou pas, ça te regarde pas. Enfin, tu vois, et sur cette validation de la différence, je te réinviterai pour ça. Avec si plaisir. Tu veux bien venir, avec plaisir. Sortir les pancartes et tout. Ah ouais, non, franchement, avec plaisir. Ce sera... Je serais enchantée. Si les gens ont envie de te découvrir un peu plus, d'en savoir plus sur toi, pas sur ta vie privée, bien sûr, sur ta vie professionnelle, où est-ce qu'on peut te trouver, suivre un peu ton actualité, tout ça. Alors, j'ai essayé de développer un compte pro, je dirais, parce que j'avais beaucoup de proches, Alors, au début, c'était des copines qui me posaient énormément de questions sur le développement de leur enfant. Mais pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis, je me suis dit, attends, il y a un truc à faire. Donc, j'ai créé un compte qui s'appelle Balou et Bambin. Sur Instagram. Balou avec 2 os. Je le mettrai dans la description de toute façon. Balou et Bambin, que j'essaie d'alimenter tant que je peux, mais c'est vrai qu'avec mon travail, c'est... Et puis c'est un métier de travailler sur les réseaux sociaux. C'est là que je me rends compte où je parle de... Là, pour l'instant, j'ai parlé de l'accompagnement au sommeil, de la sécurité affective, de pourquoi laisser les enfants pieds nus. Mais en tout cas, on peut me contacter via ce compte où je pourrais échanger avec vous avec grand plaisir. Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que tu as des... Oui, j'ai des projets. Ouais. Donc là, je prends énormément plaisir là où je suis à l'hôpital, même si c'est pas toujours facile de travailler à l'hôpital, surtout après cette grosse crise sanitaire. Mais oui, moi j'aimerais, encore une fois, comme on vient de le faire aujourd'hui, faire découvrir la psychomotricité. Et éventuellement devenir formatrice et peut-être pourquoi pas développer mon appétence et mon envie d'approfondir la guidance, le travail autour de la guidance parentale qui est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Voilà. Surtout que pour t'avoir en tant qu'amie et te poser beaucoup de questions, je valide totalement, tu vois. Voilà, pour l'instant, je sais pas si toutes tes copines et moi-même on a envie de te partager, mais écoute, on verra. Non, ce sera avec plaisir et vraiment je parle de mon métier avec énormément de passion et beaucoup de plaisir parce que... Je confirme. Voilà, c'est toujours des beaux échanges et un partage exceptionnel. C'est une vocation alors, la psychomotricité? Complètement. Moi, vraiment, quand je me réveille le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. C'est pas tous les jours facile. Oui, non, c'est ce que j'allais émotionnellement, dire. Faut arriver à couper aussi. C'est ça, ouais. Mais tu ça, on parlais du l'apprend. compte Instagram et c'est vrai que t'as fait toute ta journée, t'as baigné dans la psychomotricité. Je sais que tu vis des choses, le peu que tu nous en racontes, je sais que c'est quand même très lourd. Si tu dois rentrer et refaire un post, il y a ça aussi. On peut développer des comptes Instagram. C'est pour ça que maintenant, c'est devenu presque un vrai métier à part entière de créateur de contenu. Complètement. Donc, voilà. Surtout que nous, on vit avec qui on est. Ça veut dire que quand on est dans la relation avec un patient et un parent, on vit aussi avec ce que, je reviens au dialogue clinico-émotionnel, à ce que le patient nous renvoie. Donc, émotionnellement, on est énormément impliqué. On fait aussi avec qui on est. Chaque psychomotricien n'est pas pareil. Donc, forcément, émotionnellement, oui, il faut être... Mais on apprend à travailler ce qu'on appelle la distance thérapeutique. Donc des fois, on arrive à la maintenir tant qu'on peut quand on passe les portes de notre lieu de travail. Mais des fois, on ressort un peu chargé en émotions. Donc c'est important d'avoir des cours de danse. Par exemple. D'avoir plein de choses à l'extérieur qui nous permettent de couper et de pouvoir revenir parce qu'on travaille avec de l'humain, quoi. C'est ça. Ok, est-ce que je peux te demander, donc ça c'était mon petit truc à moi sur ces épisodes guest, de te décrire en 3 mots. Waouh, en 3 mots. Si tu veux en mettre 4, il n'y a pas de souci. Je vais revenir sur l'idée que je suis passionnée par ce que je fais et je pense que je suis quelqu'un qui est passionné par... mon appétence pour la vie en quotidienne, pour tout ce que j'aime, je le fais avec passion. Je dirais mon petit côté positif, toujours. C'est vrai. Je trouve que c'est important. Entièrement d'accord. Et alors,
je suis patiente au travail, mais pas du tout dans la vie personnelle. Mais parce que justement, tu l'es peut-être tellement C'est ça. au Je suis travail super patiente avec les enfants, mais à l'extérieur, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ok. Et... Alors du coup, on met quoi? On met patiente ou impatiente? Un peu des deux. Un peu des deux. Donc passionnée, positive et patiente professionnellement parlant. C'est ça. Et voilà, je dirais que j'ai une bonne capacité à m'adapter. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Chab. Merci vraiment, à toi. Vraiment. Je pourrais t'écouter des heures personnellement. Vraiment. J'espère que tu reviendras. Avec en tout cas, tu reviens plaisir. quand tu veux. S'il y a un sujet, tu vois, tu sors un jour du boulot, il y a un sujet qui te, tu vois, qui me révolte. Bah vas-y. Que j'ai envie d'envoyer valser. Grave, que t'as envie d'envoyer valser. Bah, putain, j'ai même pas fait le pont quand je t'ai posé la question. Oh là là, l'autre en carton. Effectivement, si t'as envie d'envoyer valser quelque chose la prochaine fois, tu viens avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi, Nat, de m'avoir accueillie. J'ai passé un super moment. Vraiment, merci. Je suis très honorée. Fraises maintenant. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, j'étais très honorée de passer ce moment avec toi. Et vraiment, merci beaucoup. Pareil, merci beaucoup. Moi, je vous embrasse tous, comme d'habitude. Mylène ne dort pas. Mylène a envie de rire. Je pense que dès qu'on va arrêter l'enregistrement, elle va éclater de rire. Je vous dis à très très bientôt. Je vous mets bien sûr toutes les références de Chab dans la description de l'épisode. Voilà, et si vous avez des questions à Shabnam, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Smandou quand même, hein, parce que bon, elle bosse. Mais voilà, n'hésitez pas à la contacter et en tout cas lui envoyer un message en disant j'ai écouté l'épisode, c'était génial. Voilà, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Au revoir.